TV, les grandes gueules, la prolongation. Vous l'avez compris, c'est l'émission Les Grandes Gueules, affaire de trafic de matricules. Et oui, on en parle encore à la fonction publique. Le dossier est loin d'être clos. Koli Gweipogui, à travers son passagère dans Les Grandes Gueules, a ouvert la boîte de Pandore. Les nombreuses révélations faites hier ne semblent pas plaire à tout le monde. Certains le qualifient de frustré et parlent de faux dossiers brandis. Ismaël Dioubaté en est un. Il dit être élément de ces 2000 fonctionnaires, mais aujourd'hui, jouissant de la prise en charge, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il dit à qui veut l'entendre que Jean-Pierre Koli est dans le faux avec des documents tout faux. Il souhaite lui aussi s'exprimer ce matin dans les GG pour dire sa part de vérité. Déjà, il est avec nous dans ce studio au titre de cette prolongation. On va essayer de lire un peu d'autres messages de ces auditeurs qui nous écoutent, mais aussi ces téléspectateurs. On répare avec vous, Antoine Kourouma, pour cette question. Cette dernière question, à mon niveau, monsieur Dioubaté, on est presque au terme de cette interview. Clairement, monsieur Koli, vous l'accusez de défendre un intérêt particulier. Moi, j'ai envie de comprendre pour quel motif. Parce qu'il a déjà eu un matricule, comme vous le dites, il est déjà engagé. Pourquoi défendrait-il 1500 personnes si on suppose que 500 sont déjà recrutés? Pour quelle raison il tient mordicus à défendre ces 1500 personnes? Surtout des preuves aussi à l'appui, il faut le préciser. Alors qu'il n'a aucun intérêt à le faire. Bon, au fait, sur ce point, les 2000 là, comme je vous ai dit, il y a 5595 qui ont été retenus. Les plutôt 500. Oui, 595 qui ont été retenus du moins. Le reste là, si ce n'est pas pour des intérêts personnels, à quoi sert un document? La fonction publique qui est habilitée de connaître l'authenticité. N'est-ce pas égoïste de votre part, M. Dioubaté? Non, c'est pas égoïste. De ne pas vouloir défendre des gens. Je sens de l'égoïsme, pourquoi je m'explique? Non, c'est pas de l'égoïsme. Je suis contre la fausseté. Comment vous pouvez imposer à l'État de prendre quelque chose qui est faux, qui est qualifié d'être faux, qui est un faux arrêté, que vous avez des faux diplômes? Non. Avec la justice a tranché. Non, Antoine, allez-y. Vous étiez au départ 11 000. 5 000 ont été retenus. Sur la base de documents légaux. Oui, tout à fait. Après, selon vous, il y a eu une sorte de soustraction de dossiers sur la base de fausseté. C'était quoi la fausseté sur les dossiers reçus? La fausseté, parce qu'il y avait des gens d'abord qui avaient des faux diplômes. Ça, c'est un. Il y avait des gens aussi qui avaient Comment est-ce que vous l'avez su? Oui, c'est ce qui est là. Il y a eu des vérifications dans les universités. Vous êtes dans la légalité? Oui, bon, tous les 5565 sont dans la légalité. D'accord, est-ce que dans les 11 000. Dans les 11 000, voilà. les 5 000. Oh, oui, 565 qui sont dans l'égalité. Et les 1500 sont dans quel lot? Les 1500 sont dans quel lot? Ceux qui ont été retenus faux. Faux, dans les 5000. Dans les 5000. Là, je ne comprends pas. Non, les 5000 sont légaux. Les 5565 sont légaux. Dans les 11 227. Après, 1500 ont été rejetés. Les 1500 là fait partie, le reste des 11 000 là. Font partie des 11 000. Des 11 000. Donc, les 5 000 dans les 2000. Mais les 5 000 dans les 2000, il n'y a que 595 qui ont été retenus. Pourquoi justement? Les 5 000 sont légaux. Oui. Pourquoi on ne prend que 500 et quelques dedans? Non, vous ne l'avez pas compris, Antoine. J'ai dit c'est dans 2000 qu'on a pris 595. Est-ce que vous comprenez? Oui. D'accord, une question toute simple. Il y a 2000 que M. Gweipogui défend. Et dans les 2000... Attendez. Officiellement, on parle de 2000. Dans les 2000... vous dites qu'il a fait substitution de 600 et quelques personnes sur les papiers qu'on a donnés. Parce que c'est à ce niveau où il intervient, on ne va pas faire d'amalgame. Moi, j'ai voulu que vous nous brandissiez une preuve ici, là où il substitue ces 600. Attendez, je vous ai toujours expliqué. Tu sais, hier, il a parlé de clé. Est-ce qu'on peut avoir une copie? Donc, attendez seulement. Hier, j'ai la copie de ça, là, ici. Ça. Mais ce n'est pas si. Attends seulement. Donnez-moi la copie. Écoute-moi. Donnez-moi cette copie, s'il vous plaît. Attends seulement. Parce que hier, il était dans ce studio avec des preuves. D'abord, votre copie. Attendez. Non, attendez. Pour vous préciser, c'est un papier volant. Il n'y a aucune signature. Attendez seulement. Il n'y a aucun cachet. Donc ça, on peut remettre cela en cause. Et donc, on va avancer. Il y a la question de la justice. Est-ce que ce matin, vous êtes en train de remettre en cause le travail effectué par la justice guinéenne? Voilà d'abord la statistique qui a été... Non, je ne remets pas en cause
la décision de la justice. Est-ce que vous comprenez? Certes, je vais vous dire une chose. Certes, attendez seulement, certes, la justice, comme je vous ai dit, c'est pas le travail qu'on paye, c'est le travail qu'on paye. Dans les 5565, s'il y a eu des gens qui ne se sont pas présentés comme colis, attendez, on ne parle pas on parle de substitution, pas de présentation. Dans les 5565, ceux qui sont devant la justice, on parle de substitution. Si c'est dans les 5565, là, comme je vous ai dit, depuis 2011, il y avait une commission pour gérer ça, les 11 000. Si quelqu'un a des problèmes dans les 5565, là, ici, il sait à qui se référer. Est-ce que vous comprenez? Si la justice a des problèmes avec des gens, parce que dans les 5 000 là, peut-être il y a des gens qui ne se sont jamais présentés comme colis. Depuis 2017, il a été engagé le 14 juin 2017. Vous dites peut-être c'est parce que vous n'avez pas la certitude. Il ne sait jamais. Donc si vous ne savez pas, je dis s'il y a des gens comme colis. Pour finir, mais pour le cas de colis, je sais qu'il ne s'est jamais présenté. D'accord, pour finir, quels sont vos liens avec Madame Titi Kamano? Bon, moi, je n'ai pas de lien particulier avec Mme Titi Kamano. Je la connais à la fonction publique à travers ces dossiers. Elle a été la présidente de la commission de l'authentification. Mais vous dites qu'ils vous ont défendu et vous dites que oui, ils nous ont défendu comment? À un moment donné, avant que le gouvernement accepte d'abord de faire la vérification, le gouvernement a voulu rejeter le dossier. C'est d'abord maintenant les syndicalistes. D'accord. Nous sommes partis, nous avons fait des manifestations. Nous sommes partis voir le syndical à M. Amadou Diallo. On lui a dit de nous aider. Nous avons des actes. Nous avons été victimes d'un système que le gouvernement, vous dites que vous n'avez pas de lien particulier avec Mme Non. Tous les cadres de la fonction publique, je les ai connus peut-être à cause de ça, parce que j'étais le président, j'étais membre du bureau du collectif. C'est compris. Voilà, on avait comme invité M. Ismaël Diobaté, qui quand même était venu ce matin pour en tout cas prendre l'autre pan de ce qu'a développé ici Colis hier dans ce studio. Peut-être Antoine Kourmas, ce qu'on peut dire. Voilà, on va partir avec notre second invité. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'être passé. Merci. Peut-être un message. Le message que je vais lancer, je remercie d'abord Adafo Média de m'avoir donné la chance de m'exprimer aussi sur ces dossiers. Et je demande à l'opinion nationale et internationale de faire beaucoup attention. Tout ce que les gens disent ne sont pas vrais. S'il y a des choses, il faut vérifier, il faut connaître la véracité des choses. Dire que ça, il y a ça. Il faut connaître d'abord la véracité avant de faire une prise de parti. Donc, sur ce dossier, les 5565, que ça soit clair pour tout le monde, c'est un dossier qui est authentique. C'est un dossier qui a la fonction publique a travaillé sur le dossier pendant des années et ils ont donné que c'est les 5000 qui sont bons. Tous ceux qui sont passés dans les 5000 là, ça n'engage que eux. Ce n'est pas nous qui les avons donné les matricules, les arrêtés d'engagement. On était juste là devant eux. Ils étaient comme nous, on n'avait pas de travail. Donc, nous avons saisi la fonction publique de nous aider. Ils nous ont aidés. Ils ont trouvé dans les 11 000, c'est 5 565 qui sont bons. Ces 5 565 là sont là. Ils connaissent. Si quelqu'un a des problèmes, comme je l'apprends maintenant là, si quelqu'un a des problèmes, il sait où nous trouver. D'accord. Vous l'avez compris. Merci beaucoup, M. Ismaël Diobaté. Vous restez avec nous. Tout de suite, on va recevoir notre second invité au compte des grandes gueules. À tout de suite. Les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui, partis de rien, relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine. Les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent. Toute cette semaine sur Espace, les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par la morosité. Entre 9h et 11h, suivez un show unique en Guinée. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité. Vous l'avez compris, c'est Radio Face au compte des grandes gueules déjà avec nous dans ce studio. Vous le savez, cette semaine est consacrée aux vrais gens. Nous l'avons appelé Bougeons. Nous, ce matin, nous nous intéressons à une jeune dame qui pratique une activité assez compliquée mais exaltante. Il s'agit de la tapisserie. Tenez-vous bien. Aïssatou Traoré, journaliste de formation, recycle des pneus usés pour faire des meubles très convoités tant sur le plan national qu'international. À travers cette activité, cette jeune dame contribue à la fois à réduire le chômage dans le pays, mais aussi à lutter contre la pollution de l'environnement. Mais actuellement, elle est confrontée à un problème de local et demande aux autorités de l'aider à vulgariser son œuvre. Et vous le suivrez, le reportage de Fatoumata Kondé, Mamadou Bouler Diallo et là, Mamadou Alouba tout à l'heure. Déjà avec nous dans ce studio. Bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour. Le micro, voilà. Bonjour, Bonjour merci. À vous également.
Voilà, merci. Non, pourtant elle est journaliste, elle a peur du micro. Voilà, merci de nous rejoindre dans ce studio. Voilà, Daouda Mohamed Kamara, nous avons notre invité. Déjà, félicitations pour cette initiative. Parce que ce que vous faites, c'est particulier. Parce que souvent, ce sont des activités qu'on prête aux hommes. On parle de tapisserie, ce qui est quand même, on parle d'une activité compliquée. Mais aussi, c'est une mission exaltante. Avant de vous peut-être donner la parole, on va suivre cet élément de reportage. Voilà, on nous signale que ce n'est pas encore prêt. On va repartir avec vous, Daouda Mohamed Kamara. Oui, vous avez opté pour le journalisme. Pourquoi? Et après, vous venez dans la tapisserie. Pourquoi? Bon, c'était une question d'envie de protection environnementale. D'abord, le journalisme. Pourquoi vous avez été attiré par le journalisme à l'université? J'avais eu de l'amour pour la communication. J'aime informer. Déjà au lycée, j'aimais donner les scoops, les nouvelles, tout ce qui était à dénoncer. J'aimais déjà faire ça. Du coup, j'ai eu envie de faire une formation en journalisme et communication. Okay. Donc, après ça, j'ai effectué un stage dans une radio de la place. Et pendant que je faisais ce stage, j'ai été contacté par une institution pour passer un autre stage en communication. Donc après ce stage, je suis revenu en tant qu'agent commercial dans une boîte d'ameublement et de décoration. D'accord. Et du coup, donc, comme ce qu'il disait, pourquoi cette reconversion professionnelle? C'est venu comme ça. C'est parce que j'ai quitté la radio. Ensuite, je me suis retrouvé dans un domaine de décoration et d'ameublement. Oui. Et entre-temps, il y a eu ce problème de pneus que je voyais dans la rue. Je me suis dit, ah, c'est un problème. Ça encombre les rues, c'est brûlé. Donc les pneus brûlés, c'est pas bon pour l'environnement. Quelle est la solution que moi je peux trouver? Les insérer dans ma production de meubles, d'où la création de cette entreprise. Mafoudia Bangora. Alors du coup, vous vous êtes retrouvé à faire ce travail aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que c'est vous-même qui allez à la recherche de ces pneus. Comment est-ce que voilà, vous vous sentez dans cette reconversion? Qu'est-ce que ça a changé globalement dans votre vie? Bon, au départ, ça a été très difficile que les parents acceptent de me voir dans les décharges et tout. Mais pour moi, il y a une vision. Je veux atteindre un objectif et aller dans les décharges. Pour moi, c'est tâter le terrain, voir la matière première, voir ce qu'il me faut pour l'utilisation pour la production de mes meubles. Moi, j'aime bien ce que je fais. Je veux être dans tous les domaines, c'est-à-dire la production, la communication. Je suis dans chaque processus de fabrication de ces meubles. Je me plais dans ça. Ça me plaît d'être sur le terrain et de faire... Alors, il y a l'envie, il y a la technique. Est-ce que vous vous êtes retrouvé comme ça ou bien vous avez suivi des formations pour pouvoir le faire? Comment est-ce que vous vous êtes, si on peut se le permettre, amélioré? Comment est-ce que vous avez su faire ce que vous faites en ce moment? À la base, j'ai rencontré une dame kenyane ici en Guinée qui était déjà dans ce domaine. Elle m'a appris les bases et tout. Et après, j'ai appris sur YouTube. Je passais mes nuits à acheter des passes pour voir des femmes... Les tutos. Les tutos, voilà. Oui. Des femmes qui sont en Espagne et dans d'autres pays. J'ai vu que là-bas, les femmes le faisaient. Beaucoup de gens le faisaient, même à la maison, sans assez de matériel. C'est comme ça que moi aussi, j'ai commencé avec des aiguilles, sans beaucoup de matériel. J'ai commencé à faire à la main et tout. C'était pas si beau que ce qu'on fait maintenant. Mais les gens aimaient et tout. Alors l'autre question, aujourd'hui, on sait que vous êtes femme. Et le regard de la société, le regard des autres. Vous disiez tout à l'heure qu'au départ, la famille elle-même ne vous soutenait pas. Et aujourd'hui, on sait que la plupart des jeunes se retrouvent dans cette même situation. Comment vous avez fait ou qu'est-ce que vous vous êtes dit pour faire face au regard des autres, pour pouvoir briser cette glace et pouvoir justement affronter cette nouvelle réalité? J'étais déjà convaincue de ce que je voulais. Le micro. J'étais convaincue de ce que je voulais. Je sais jusqu'où je veux aller. Du coup, j'ai réussi à convaincre ma famille qu'il y avait un complexe. Parce que pour eux, c'était difficile de voir leur fille qui a étudié et qui finit aujourd'hui, se lance dans un métier qui est peu connu, que la population ne connaît pas. Parce qu'à la base, j'ai eu du mal à faire accepter ce produit que je vends aujourd'hui aux gens. Donc, les parents ne voulaient pas qu'on dise non, leur fille est dans les décharges. Parce que c'était ça, quoi. Dans les caniveaux, dans les décharges, avec les mains sales. Pour eux, c'était pas joli à voir. Mais moi, c'était une réjouissance de savoir que je pouvais enlever une dizaine, une centaine de pneus. Je savais qu'au-delà de l'aspect environnemental également, je pouvais produire des meubles qui allaient plaire aux gens. Aménager des salons, aménager des espaces d'attente et des espaces hôteliers et tout.
C'est ça ma vision. Voilà, est-ce que ça marche maintenant que vous le faites, vous le mettez sur le marché? Est-ce que les gens, vous sentez vraiment que les gens sont intéressés? Est-ce que le besoin est là, le besoin? Comparé au début où les gens ils étaient hostiles à l'idée d'avoir ces pneus chez eux, aujourd'hui il y a de l'engouement autour. J'ai débloqué en fait ce truc les gens en expliquant en fait. J'ai fait en sorte de mettre mes produits dans des espaces beaucoup fréquentés. J'ai fait en sorte que des entrepreneurs ou des espaces beaucoup fréquentés viennent payer et que les gens qui voient en fait que c'est confortable, c'est beau et puis c'est esthétique. Alors aujourd'hui, vous rencontrez des difficultés forcément dans ce domaine. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et quelles solutions vous voudriez? Est-ce qu'aujourd'hui l'accompagnement, vous l'avez reçu des organisations par exemple, etc.? Non, jusque-là, je n'ai pas reçu d'accompagnement financier. Mais avec Integra, on suit des formations depuis un bon moment sur comment gérer une entreprise, comment gérer des finances, comment se comporter face à des crises, des situations qui pourraient se présenter à nous, le statut social par exemple de l'entreprise et tout. Ce sont des formations qui nous aident à nous améliorer et à être encore plus professionnels. Voilà, juste lorsque vous parlez d'Integra, c'est un peu plus vaste. Est-ce que c'est l'OIM, c'est ENABEF ou ITC? C'est le PNUD. Le PNUD, voilà, le projet Integra avec l'Union européenne. Alors, l'autre question avec Alphonse Mara. Bon, moi je suis un de ses clients. Mon salon est fait par Kyrie Rocks. Surtout la table. Aujourd'hui, comment pousser? Parce que nous, par exemple, on a eu la chance de voir ça chez les gens à l'extérieur. Aujourd'hui, comment parvenir à s'aimer, comment on va dire, cette admiration pour les recycler chez les Guinéens? Voilà, justement, une précision. La régie peut-être pourrait nous montrer ces images pour pouvoir illustrer tout ce qu'elle est en train de dire. Allez-y. Voilà. Alors, à la base, on se focalise sur le fait confort et esthétique. On utilise le textile soit guinéen, vu que généralement, ce que nous faisons, c'est à la commande. Mais quand nous produisons des meubles, nous faisons en sorte que ce soit du made in Guinée. Une différence, en fait, de ce qui vient ailleurs. Puisqu'en plus de l'aspect écologique et l'aspect vente et tout, on veut que ce soit du made in Guinée. On veut que ce soit des produits qui incitent d'autres personnes à venir jusqu'ici et dire qu'on veut acheter la même chose et tout. Donc, est-ce que vous vous en sortez concrètement? Est-ce que vous commencez déjà à faire du profit? Est-ce que vous générez déjà le contexte actuel avec le Covid, surtout avec la Covid et tout? Donc la boîte a eu l'année passée un gros problème de collaboration. Un de nos collaborateurs avait détourné de l'argent et qui a créé des problèmes. Ce problème est allé jusqu'à la DPJ. Jusqu'à présent, ils n'ont pas même fini de payer et tout. Donc, problème sur problème, on a eu des dettes à devoir rembourser. La crédibilité de la boîte a été entachée un peu. Donc, j'ai dû fermer les magasins et tout et revenir chez moi. Voilà, revenir chez moi, payer au fur et à mesure, puisque des gens n'ont pas voulu que je ferme. Ils m'ont aidé à avoir de l'argent afin que je puisse tourner encore. Donc, en ce moment, il y a un peu de profit, mais ces profits, c'est soit pour payer les dettes et faire tourner la boîte en boucle. Alors, l'autre question, Cap, il ne faut pas être trop gourmand. Alors, l'autre question, on voit quand on parle de tapisserie, il y a une partie de la menuiserie, une partie de la couture. Comment vous faites pour mettre tout ça ensemble? Est-ce que vous avez des partenaires? Comment vous travaillez? Au début, je le faisais toute seule, puisque les commandes, c'était petit. C'était peut-être 2 ou 3 commandes la semaine ou le mois et tout. Mais maintenant qu'il y a plus de demandes, j'ai approché une petite équipe que j'ai formée. C'était certes des tapissiers, mais que j'ai formés à faire la même chose que moi. Du coup, quand on a une commande, on est déjà préparé. On sait que cette commande nécessite la peinture à faire au préalable et tout. Donc, il y a la peinture, il y a la couture et la menuiserie, la tapisserie aussi. Vous avez des employés quand même? Oui, on a. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille de vos employés? Est-ce que vous avez combien? On en a 3. Okay. Alors moi je voudrais revenir sur le choix de la matière que vous utilisez. Quand on parle par exemple des tissus, d'abord la première question, est-ce que ce sont ceux qui commandent avec vous peuvent avoir le choix d'identifier, de dire c'est tel tissu je veux, sinon autrement quand vous faites, c'est quoi la difficulté? Parce que je le dis, parce qu'il y a récemment, je me posais des questions sur ça, il y a beaucoup de propositions qu'on voit aujourd'hui, c'est fait avec des tissus que nous portons au quotidien. Imaginez que les fauteuils Roxy soit faite avec ce que je porte là et que moi je m'habille ainsi et que ça ressemble à mes fauteuils. Est-ce que vous avez ce problème de choix? Comment est-ce que vous aurez voulu cette diversité?
Malheureusement, ici en Guinée, nous n'avons pas des tissus qui sont, en Guinée et en Afrique, des tissus proprement faits africains pour l'ameublement. En gros, on est obligé de prendre ce qui vient ailleurs. C'est ce qu'on propose et c'est ce qu'il y a. Et la plupart du temps, les gens préfèrent ce qui vient d'ailleurs. Normalement, on ne devrait pas. Mais à défaut d'avoir des tissus d'ameublement faits made in Guinée ou made in Africa, on est obligé de prendre ce qu'on a sous la main et de et peut-être la question, c'est... Dans le futur, on prévoit faire des tissus spécialement fabriqués en Guinée que pour ça. C'est dans le projet en fait. D'accord. Au-delà de l'esthétique, parce qu'on voit sur les images, c'est très beau, mais il y a aussi la résilience. La garantie, les gens vont se dire, oui, bon, on achète, quelle va être la garantie? Est-ce que ça va tenir sur des années? Est-ce que vous tenez compte aussi de cet aspect? Tout à fait, puisque ça ne nous arrange pas que ces meubles qui partent chez nos clients reviennent de sitôt. Vu qu'on dit qu'on est en train de se battre pour la protection environnementale. Donc, on est obligé de faire en sorte que ce soit garanti et tout. Le confort et la garantie. Depuis le début, en fait, on se bat pour ça, le confort et la garantie, puisque ça ne nous arrange pas. Si on fait des meubles et qu'un an plus tard, le client il n'aime pas ce qui est fait et qu'il jette, ça veut dire qu'on aurait fait tout ça pour rien. D'accord. Ce qui n'est même pas bien pour la notoriété l'image de l'entreprise. Moi, je suis très admirateur de ce que vous êtes en train de faire. Et j'aimerais bien que vous interpelliez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, de jeunes dames qui sont chez elles, qui aujourd'hui attendent. Et même les jeunes dans l'ensemble, ils attendent que l'État vienne les employer. Et vous n'avez pas attendu. Vous vous êtes battu, vous êtes allé et surtout, vous avez fait de l'autodidacte. Vous vous êtes formé vous-même sur YouTube. Parce qu'aujourd'hui, on se dit il n'y a pas de formation et pourtant chacun peut. Quel est le message que vous avez à lancer aujourd'hui à ces jeunes dames et à ces jeunes femmes? Avant le message, moi j'ai envie de comprendre. Kairox, bon, c'est le nom de l'entreprise. Quand je dis Kairox, c'est le nom de l'entreprise. Moi je suis son client. Qu'est-ce que vous offrez en service après-vente? Quelles sont les garanties dont peuvent... Aujourd'hui, il y a plusieurs Guinéens qui nous écoutent. Si ils se fournissent chez vous, que ce soit vos tables ou vos fauteuils, quel service après-vente vous les offrez? Bon, généralement, il y a des clients qui achètent des tissus et qui choisissent des couleurs plus claires et tout. Et il arrive que, par exemple, ces tissus-là soit se salissent ou qu'ils ne veuillent plus de ça dans la décoration qu'ils ont en ce moment. Donc, on reprend le truc, le meuble qu'on a fabriqué, on réduit le coût et on refait. Et parallèlement, on vend d'autres accessoires qui vont avec le type de meuble que nous produisons. Et les réparations sur, par exemple, des tables, des vitres de table qu'on casse? Effectivement, quand une vitre se casse ou qu'un pied ou que par accident quelque chose se passe, il ramène parce que c'est mieux de le faire chez nous qu'aller ailleurs en fait. Antoine, pour la dernière question. Moi, l'autre chose qui m'interpelle, ce sont les matériels que vous utilisez, les pneus notamment, pour une jolie dame comme vous. Est-ce que très souvent vous-même allez sur... Attendez que je pose ma question. Oui. La question est trop habillée. Est-ce que très souvent, c'est vous-même qui allez sur le terrain chercher les pneus pour les envoyer? Parce que très souvent, les pneus ne sont pas de qualité. Jusqu'à aujourd'hui, elle l'a dit. Comment sa beauté donne toute la valeur à ça? Il n'est pas évident de voir une dame. Une jolie dame. Une jolie dame surtout. Dans les décharges. Dans les décharges, aller prendre des pneus. Ça va te donner envie peut-être de jeter tes poubelles à la décharge? Il ne faut pas exagérer. Allez-y rapidement, toi. Dans tout le processus de fabrication, s'il y a un truc qui me plaît, c'est aller chercher les pneus. Parce que je sais que les clients ils communiquent avec moi. Avant que la commande arrive à l'atelier, le client m'explique ce qu'il veut. La taille, la forme, l'espace où est-ce qu'il doit mettre ça. Du coup, quand moi je vais à la décharge ou chez les mécaniciens et tout, dès que je vois le pneu, je sais que c'est ce pneu qui va exactement avec ce que la dame elle a voulu. Et c'est un truc que je ne laisse pas les autres faire. Des fois, on me dit que je veux tout faire à la fois, mais je les laisse faire tout. Mais les pneus, c'est moi qui les choisis. Voilà, au-delà du travail, c'est une passion, voilà, comme elle dit. Peut-être vous avez un message, vous avez juste cette caméra, vous avez un message à l'endroit des autorités, des autres jeunes filles, comme il l'a dit, mais aussi en général la jeunesse qui attend souvent. Quel message? Bon, c'est d'abord d'avoir une passion, d'aimer ce qu'ils font et d'ensuite, avec les petits moyens qu'ils ont, se priver, les sacrifices, comme j'ai fait au départ, me priver de me coiffer, de m'habiller, de me permettre certains loisirs pour avoir un petit fonds et commencer avec ça. Donc, de ne pas attendre que quelqu'un vienne nous aider. L'aide viendra après.
l'expérience aussi au fil du temps, mais de se battre pour atteindre ses objectifs, faisant des sacrifices. Et surtout, il faut préciser qu'elle a besoin de vos soutiens, elle a besoin d'être accompagnée. C'est l'initiative privée, c'est comme ça. En achetant, voilà. On va acheter, on va commander, acheter. Plus vous achetez, plus nous on a une contrainte, on a un poids, parce qu'on est obligé que ce soit garanti, ce soit beau. Ce qu'on faisait avant et ce qu'on faisait aujourd'hui, il y a une très grande différence. Il y a une maturité aujourd'hui. Voilà. Vous l'avez compris quand même, c'était notre invité aujourd'hui. Ce sont les vrais gens, c'est aussi la particularité de cette radio, mais aussi de la télé Espace TV et de l'émission Les Grandes Gueules. C'était Bougeons-nous. On avait comme invité, vous l'avez constaté, Aïssatou Traoré. Elle était d'abord journaliste. Elle a décidé de changer d'environnement et donc de se former. Vous et la vie va vous choisir. Vous restez avec nous. Tout de suite, on reçoit notre frère sénateur. Les Grandes Gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Vous l'avez compris, c'est l'émission Les Grandes Gueules. On avait notre invité. Eh bien, elle est passée du journalisme. Aujourd'hui, elle part de tapisserie. Et l'autre invité, il est très jeune. On l'a accueilli dans nos murs aujourd'hui. Il fait son petit bonhomme de chemin. Il se tourne vers la culture, en l'occurrence la littérature. Nation enchantée, c'est le titre du tout premier ouvrage d'Abdraman Sénateur Diallo, journaliste, reporter, présentateur ici au Gros Fadafo Média. Près d'un an après son arrivée à la Radio Espace, l'homme de lettres se lance dans la littérature. Le livre intitulé Nation enchantée est un récit imaginaire qui présente un pays fictif autrefois divisé, mais qui par la force du combat citoyen se retrouvera autour des idéaux de l'unité nationale, de cohésion sociale, de civisme et de citoyenneté. Le roman édité chez Innove Édition Guinée sera dédicacé dimanche 25 avril à l'Université Kofi Annan. Sénateur avec nous dans ce studio, c'est chez toi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Djiba Milimolo, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs aussi. Voilà, Nation enchantée. Pourquoi écrire déjà? Le titre? Le titre, non. Pourquoi l'écriture? Oui, l'écriture parce que chacun de nous a une façon de proposer sa participation à l'organisation socio-politique, économique et culturelle de sa société. Donc moi j'ai choisi la littérature parce que je suis diplômé en littérature, homme des lettres, j'ai choisi la littérature donc pour véhiculer un message d'apaisement, d'unité nationale. Alors justement, de quoi parle-t-on dans ce livre? Nation enchantée, comme son nom l'indique. Si voilà, comme vous pouvez le voir même sur l'écran, vous avez vu voilà, la page d'accueil, allez-y. Nation enchantée, comme son nom l'indique, c'est un peuple autrefois divisé, morcelé, qui pratiquait l'arbinisé par ses dirigeants avec une pratique communautaire de la politique, mais qui fonçait tout droit dans le spectre de la guerre civile, mais l'opiniâtreté d'un groupe d'activistes réunis dans un mouvement qu'on appelle le M224 va prôner l'unité nationale et finalement, ça a été laborieux, mais finalement, le peuple yamanéen, parce que il ne faut pas perdre de vue le fait que le livre est un roman, donc situation des événements dans le temps, mais de façon fictive. Okay. Donc c'est un pays qu'on appelle la République du Yamané, dans lequel pays le peuple était vraiment divisé. Mais... C'est imaginaire, mais est-ce qu'il y a une possibilité de faire un lien avec le scénario guinéen? Le premier indice, le plus grand indice, c'est que le pays Yamané, c'est un pays africain. C'est le seul indice laissé. Oui. Maintenant, on laisse libre cours au lecteur. C'est pas le seul indice, on parle de M224. Le M224, le mouvement 224. Ah, justement. Le 224 Guinée. Ça fait recours à la Guinée, forcément. Voilà, justement, là, c'est le lecteur qui a libre cours de se faire une idée du pays. Vous avez donné un indicateur. Allez-y, Daouda Mohamed. Oui, l'autre question, vous avez écrit, le livre comporte combien de chapitres, combien de chapitres, combien de pages, mais essentiellement, combien de temps le livre vous a pris? Oui, 3 ans d'écriture parce qu'il a été décidé, sa rédaction a été décidée à la sortie de l'événement Conakry Capitale Mondiale du Livre en 2017. J'y étais en tant que participant avec mes élèves et à la sortie, j'ai causé avec le ministre sénégalais de la Culture qui était l'invité, payé invité d'honneur. Il m'a dit, quand on a causé, dit à la sortie, jeune homme, tu devrais écrire. J'ai dit d'accord. Et cette phrase m'a motivé. J'ai dit à mes élèves, l'année prochaine ou les années qui suivront, vous allez venir au 112 des livres avec mes affiches ici et mon livre. Et j'ai décidé, donc le livre, c'est 141 pages, 3 différentes parties. La République du Yamané telle qu'elle,
On l'a présentée comme elle est, divisée, nation morcelée. Et deuxième partie, on a Sous l'orage, l'orage qui vient avec les difficultés. Troisième partie, on a le bout du tunnel. Et c'est justement le bout du tunnel là qui vient avec la joie à retrouver, l'enchantement. L'enchantement, donc cette joie retrouvée. Voilà, tout à l'heure, vous parliez des 72 heures de livre parce que le déclic même en réalité est venu d'un événement lié au livre. Justement. Et nous sommes au week-end, justement, aujourd'hui, demain et après-demain, c'est la même chose. Quel est le lien? Parce qu'on sait que vous déjà, vous sortez votre livre le dernier jour de cet événement-là. Oui, le déclic est venu, comme vous l'avez constaté, lors des 72 heures de livre, à travers l'événement Conakry Capitale Mondiale du Livre. Donc j'ai choisi, le livre, il est bouclé depuis, je crois, 6 mois. Donc on a choisi d'attendre à l'occasion d'une autre édition des 72 heures du livre. Donc la 13e édition qui est là. Quel est le lien entre votre sortie du livre et les organisateurs même de cet événement? C'est bien, je comprends maintenant. Le livre a été édité par Innov Édition, mais cette année, toutes les dédicaces ont été placées dans le sillage des 72 heures du livre. Voilà, la dédicace, c'est ce dimanche 25 avril à l'université Kofi Annan. Qu'est-ce qui est prévu? Ouais, il y a beaucoup de personnalités invitées. Il est prévu une dédicace sobre, pas... Voilà, il n'y a pas de caractère festif. Voilà, coronavirus oblige, donc il faut venir à Kofi Annan, à la salle Malik Condé, pour assister donc au baptême de feu. Il va coûter combien ce livre? Le livre, justement, sera vendu à 100 000 francs le jour de la dédicace, mais le prix officiel, c'est 12 €, donc 120 000. Voilà, est-ce qu'il est disponible sur les plateformes électroniques? Dès après la dédicace, on le mettra en ligne sur Amazon.com et tout le monde aura accès. Voilà, allez-y rapidement. Quand on sait que beaucoup de Guinéens ne lisent pas, aujourd'hui, comment un sénateur ferait pour que les jeunes lisent Nation Enchantée? Parce que Nation Enchantée, c'est quand même porteur d'espoir. Comment pousser les jeunes à lire ce livre? Oui, porteur d'espoir, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, c'est la renaissance de la notion de l'engagement dans la littérature guinéenne. Mais j'ai fait une tournée scolaire hier, Nation Enchantée. On est passé dans 3 communes, dans différentes écoles. Je crois qu'on est passé dans 8 écoles. C'était pas suffisant, mais c'est pour donner le temps. On a décidé de placer le combat pour la lecture et le livre au sein même des établissements scolaires. Je crois que c'est la meilleure façon pour rectifier le tir, parce que le combat pour la lecture et le livre a été placé au-delà des établissements, dans les forums, dans les colloques. Ça ne marche pas comme ça. Il faut répartir dans les écoles, répartir dans les universités. C'est là où le combat doit se mener. Voilà. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Vous l'avez compris, Nation Enchantée, c'est avec Abdourahmane Sénateur Diallo qui a décidé d'écrire, chose qui n'est pas du tout aisée. Et c'est quand même un roman édité chez Innov Édition Guinée. On a constaté ces dernières années, ou moins, que les jeunes sont en train d'écrire. Est-ce que ce talent-là, parce que c'est bon d'écrire, mais beaucoup s'imaginent que lorsque vous êtes écrivain, vous ne faites pas de faute. Comment on vous assiste dans cette étape-là? Non, mais c'est pas... Il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup d'imperfections. Mais dans les maisons d'édition, vous avez des comités de lecture. Nation Enchantée a été élue par une dizaine d'auteurs, dont le docteur Ifono qui a paraphé la correction. Et avant d'aller à la maison d'édition, et à la maison d'édition, il y a aussi un comité de lecture qui a renvoyé, avant de tirer, il y a Ibrahim Assano qui a lu aussi et qui a préfacé le livre. Donc il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Ça veut dire que c'est pas la perfection de l'auteur lui-même qui ressort en fin de compte sur le livre. C'est l'idée. C'est l'idée le plus important. Voilà, l'inspiration, vous l'avez compris. On avait comme invité sénateur, il vous invite du côté de Kofi Annan ce dimanche pour la dédicace de son roman édité chez Innov Édition Guinée intitulé Nation Enchantée. Tu peux revenir ici quand tu veux. Merci beaucoup d'être passé. Merci à tous. Vous l'avez compris, c'est la fin des grandes gueules. On va se retrouver la semaine prochaine. Vous serez avec la Diaya nationale Moussa Yeroba. Portez-vous bien où que vous soyez. Merci à toute l'équipe. Merci à Amadousso qui était avec nous à la technique. Merci à Poutine de l'autre côté qui nous facilitait ce lien avec nos internautes. Merci beaucoup à toute cette équipe technique au niveau de la régie. On n'oublie pas également Nalai Sidibé, Lamine Sidibé qui est avec nous. Papoutou comme on aime à l'appeler affectueusement chez nous. On n'oublie pas également Mohamed Diaby et toute cette équipe qui nous accompagne. Amadousso était avec moi dans ce studio. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout restez avec Espace car le meilleur reste à venir. Au revoir.